Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci de vous être connectés ce matin pour un rendez-vous traditionnel de présentation des résultats donc, du groupe Crédit du Maroc sur l'année 2021. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et bien entendu j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. La situation sanitaire s'améliore, mais elle ne nous permet pas malheureusement encore d'envisager une réunion en présentiel, mais nul doute qu'il en sera et que ce sera le cas l'an prochain. Et donc nous sommes dans un studio de Casablanca pour vous présenter ces résultats. Alors sur un plan pratique, et pour nous permettre de répondre à vos questions, je vous incite à les saisir sur l'onglet chat de l'application avec laquelle vous êtes connecté. Alors ces questions seront réceptionnées par la régie et puis présentées à l'écran à la fin de la présentation. Et bien entendu, nous nous ferons un plaisir avec Karim et Stéphane d'y répondre dans une séquence de presque 45 minutes. Enfin, nous prendrons le temps nécessaire pour répondre à vos questions, c'est évident. Comme à l'accoutumée, donc je suis accompagné, comme je l'ai déjà indiqué, pour ce rendez-vous annuel par les deux membres du directoire. Donc Karim Dury, membre du directoire en charge du pôle développement, et Stéphane Cléris, décidément, membre du directoire en charge du pôle fonctionnement. Alors, ensemble, nous allons vous présenter les résultats du groupe Crédit du Maroc au 31 décembre 2021, selon un ordre du jour que je vais afficher tout de suite. Karim Dury commencera par vous présenter un focus sur le contexte économique et financier au Maroc, une occasion de faire le point sur l'activité économique et aussi sur l'activité bancaire durant cette période. Je prendrai le relais pour vous exposer les faits marquants de l'année 2021. Alors vous verrez une année riche en réalisation sous l'égide de notre projet Tajdid 2021. Donc vous retrouverez cette maison avec ce qui la constitue et qui constitue donc notre projet d'entreprise. Ensuite nous passerons à l'activité commerciale du groupe Crédit du Maroc dont Karim Dury fera état. C'est ensuite Stéphane Cléris qui prendra le relais sur les performances financières 2021. Et puis, je terminerai en partageant avec vous quelques perspectives sur l'année 2022. On reviendra notamment sur les KPI, sur les principaux indicateurs que vous avons communiqués et qui sont autant de points de repère autant de jalons pour voir où nous en sommes de la réalisation de notre projet d'entreprise. Et puis, comme je le disais, Karim, Stéphane et moi-même serons ravis de répondre à toutes vos questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens en mon nom et au nom du directoire à remercier l'ensemble des équipes du groupe Crédit du Maroc pour les résultats, vous le verrez, de très bonne facture de cet exercice, pour leur mobilisation, pour leur engagement. Une année 2020 qui a encore été une année particulière. Alors, l'adjectif inédit, on l'a utilisé à de multiples reprises, mais je crois qu'on peut dire que 2021 a de nouveau été une année inédite. Alors, l'année 2022 commence, je dirais, de manière aussi un peu inédite, avec des heures un peu sombres, et vous ne m'en voudrez pas de vouloir afficher avec les membres du directoire et au nom de notre banque un message de soutien à nos 2400 collègues et collaborateurs de Crédit Agricole en Ukraine, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole. Voilà, et sans plus tarder, donc, je cède la parole à Karim Dury pour vous présenter le contexte économique et financier au Maroc en 2021. À toi, Karim. Merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui virtuellement pour commenter donc, le bilan de l'année 2021. Comme à l'accoutumée, donc je vais commencer par commenter le contexte économique dans lequel nous avons évolué en 2021 et puis tenter une projection en 2022 qui s'avère de plus en plus difficile. 2021, vous le savez, a été une année de très bonne facture avec un PIB qui a évolué de plus de 7,2%, déjouant ainsi et dépassant tous les pronostics qui ont été établis aussi bien par les organismes locaux qu'internationaux. Ce rebond économique est d'autant plus appréciable que la croissance moyenne du PIB de la zone MENA n'a pas dépassé 2,8%, donc ce qui indique que le Maroc a véritablement surperformé sa région d'appartenance. Donc cette croissance du PIB en 2021 était à la fois tirée par une production agricole importante
mais aussi une forte amélioration du secteur secondaire grâce au renforcement de la demande que nous avons connu, aussi bien sur les phosphates. La première entreprise du pays, l'OCP, a très bien performé en 2021, l'automobile, le textile et l'agroalimentaire. Donc dans ce contexte, le Maroc a connu une certaine, on va dire, stabilité, voire une petite amélioration de ses équilibres macroéconomiques. D'abord un recul de plus de 22% de son déficit budgétaire qui s'est établi à 64 milliards. Un creusement en valeur du déficit commercial, mais avec quand même un taux de couverture qui reste stable aux alentours de 62%. Des recettes MRE records qui évoluent de plus de 37%. Des IDE qui continuent à bien se comporter avec une évolution de 20%. Et puis une inflation qui était, en tout cas à fin d'année dernière, maîtrisée à 1,4%. Alors, donc ça c'est 2021 en termes de perspective après cette année 2021 de pleine croissance. Les prévisions tablent sur une croissance de PIB aux alentours de 3%. Donc vous le voyez sur la slide qui est projetée, avec donc des prévisions qui oscillent entre 2,9 et 3,4%. Ces scénarios, on va dire jusqu'à hier, étaient plutôt réalistes. Dans le registre des bonnes nouvelles, nous avons un secteur secondaire qui, malgré tout, réalisera une croissance de plus de 3,3% et qui tirera profit d'une demande qui reste vigoureuse, même si certains secteurs vont connaître une décélération. Et un secteur tertiaire, on l'espère, avec la réouverture des frontières et plus globalement l'allègement des mesures de restriction, qui devrait croître de 3,6%. Dans les moins bonnes nouvelles, on va bien évidemment retrouver des prévisions de régression du secteur primaire, et pour cause, cette grande sécheresse que malheureusement connaît notre pays, des intentions de report de l'investissement privé. Sur une récente étude, 7 investisseurs sur 10 disaient vouloir reporter leur projet d'investissement, une poursuite des défaillances des entreprises, une inflation qui reste quand même élevée et qui ne va certainement pas s'améliorer avec l'actualité d'hier, et donc un contexte international qui reste tendu. Donc le Maroc devra bien évidemment composer avec ces actualités. Et l'État n'est pas en reste. Je vous propose de passer à la slide suivante. Les pouvoirs publics, comme je disais, ne sont pas en reste. Plusieurs actions sont prévues d'ores et déjà pour permettre à notre pays de résister et tirer pleinement profit de ces nombreuses potentialités, à commencer d'abord par une politique monétaire qui reste accommodante, la poursuite du soutien des prix des produits de base, avec plus de 15 ou 16 milliards dirhams qui sont prévus, l'élargissement dès cette année des allocations familiales et de l'assurance maladie, la mise en œuvre effective du fonds Mohamed VI pour l'investissement, le lancement, comme vous le savez, de 2 plans d'urgence, l'un en faveur du secteur du tourisme et l'autre en faveur de l'agriculture, la poursuite de l'engagement du Maroc en faveur des politiques actives ou de politiques actives en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et puis aussi le début d'opérationnalisation du nouveau modèle de développement autour de chantiers nationaux d'envergure, avec une mobilisation qui se veut collective du privé et du public, avec la promotion du Made in Morocco, la création de nouvelles opportunités de croissance, notamment autour de l'économie verte et de l'économie numérique. Donc, une batterie de mesures qui sont là, certaines conjoncturelles et d'autres plus structurelles, qui normalement devraient aider le Maroc à traverser cette année turbulente. Sur le volet du secteur bancaire, donc le secteur bancaire a continué en 2021 et plus que jamais à jouer son rôle de catalyseur et de financeur de l'économie marocaine, mais qui a fait face toutefois à une demande plus modérée, d'abord sur les particuliers en matière de financement habitat, où la croissance n'a pas dépassé 2,9%, donc la même croissance que les encours de crédit, et puis les entreprises en matière de soutien aux investissements, puisque les encours de crédit d'investissement ont baissé de quasiment 6%. Et de la même façon, les encours des crédits aux promoteurs immobiliers ont baissé de 4,4%.
De l'autre côté, les dépôts, le secteur bancaire continue à mobiliser l'épargne nationale avec des dépôts bancaires qui se sont accrus de 5,3%, portés par une hausse de 7% des ressources à vue, donc des ressources globalement qui évoluent quasiment plus vite, en tout cas quasiment 2 fois plus vite que les crédits. Et pour cause, une demande qui est moins vigoureuse, en tout cas en 2021. Donc, conséquence directe de cette évolution contrastée, l'intervention de Banque El Maghreb est moins importante que l'année dernière. Donc, vous le voyez, avec une baisse de 18,5% et 83 milliards de dirhams qui sont donc mobilisés en fin d'année 2021. Et dans le même temps, et compte tenu des impacts encore sensibles qui se font ressentir de la crise, le secteur bancaire a connu une augmentation de 5,2% des créances en souffrance. Alors, elle est en décélération, heureusement, parce que ces mêmes créances en souffrance ont augmenté de quasiment 16% l'année dernière, mais ça reste à un niveau qui est quand même important, avec un taux de CDL qui a un taux de créances douteuses et litigieuses qui s'est accru de 20 points de base à 8,9%, et un taux de provisionnement qui s'est également amélioré et qui dépasse aujourd'hui les 67% au niveau du secteur bancaire. Je vais donc prendre le relais sur les faits marquants 2021 de notre projet d'entreprise. Alors, le projet d'entreprise, c'est HDI 2021, on est 2022, pardon, on est donc dans la dernière année. Et cette planche et cette illustration a déjà été projetée à au moins 2 reprises au lancement de notre projet d'entreprise et l'an passé. La raison d'être de Crédit du Maroc, c'est d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et donc, je parlais tout à l'heure de la maison de Crédit du Maroc qui symbolise ce qu'est notre projet d'entreprise, avec un projet client, un projet humain, un projet sociétal, avec un certain nombre de fondations, donc de projets très structurants. Donc, je vais revenir sur ces différents aspects, et Stéphane Cléris prendra le relais sur les performances financières en tant que telles et les incontournables, ce qui évidemment constitue aussi les fondations de notre maison. Le projet client, comme vous le voyez sur cette planche, faire de la satisfaction client la priorité absolue de tous. C'est véritablement une devise que les collaborateurs se sont accaparés de mieux en mieux au fil des temps et au fil des mois et depuis le lancement de ce projet. Et donc, ça s'est illustré par un certain nombre de choses et la vraie satisfaction, puisque finalement, pour pouvoir juger du retour, du ressenti des clients, il n'y a pas mieux que cet indicateur qui est l'IRC. Alors en anglais c'est le NPS également, le Net Promoter Score. L'IRC, c'est l'indice de recommandation client. C'est-à-dire que chaque début d'année, sur un panel très large, je dirais, de clients, qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement des clients de la banque, mais c'est autant, je dirais, de clients dans un panel représentatif du poids des banques de la place, des clients qui sont interrogés et on leur pose cette question simple: recommanderiez-vous votre banque à un tiers, à votre famille? Et nous avions comme ambition, à horizon 2023, donc plutôt sortir de notre projet d'entreprise, d'avoir le 3e meilleur IRC de la place. Et c'est le cas déjà en ce début d'année, puisque nous avons eu les résultats. Donc c'est évidemment la traduction que ce que nous mettons en œuvre pour améliorer l'expérience client, pour améliorer les parcours clients, donc pour faire en sorte que nos clients soient de mieux en mieux satisfaits, que nous puissions les conserver, que nous puissions lutter contre le taux d'attrition, eh bien ça marche. Puisque nous avions une 4e place en 2020, nous sommes donc à la 3e place en 2022, et nous avons d'ailleurs cette ambition, au-delà de la fin du projet d'entreprise, d'avoir le rang de numéro 1 tout simplement. Donc c'est un résultat évidemment qui consacre le travail de qualité réalisé par les équipes. Je voudrais de nouveau les féliciter. Et voilà, c'est un indicateur qui évidemment nous satisfait. Et il faisait d'ailleurs partie de ces KPI sur lesquels nous étions engagés à communiquer à chaque rendez-vous annuel. Alors, l'accompagnement des clients, je dirais, qu'ils soient retail, qu'ils soient corporate,
s'est confirmé dans le cadre des différents programmes qui ont été mis en œuvre pour évidemment soutenir l'activité des entreprises, comme vous pouvez le voir. Donc évidemment au niveau des particuliers, alors on continue, je dirais, de maintenir les mesures d'accompagnement des clients en difficulté. On constate d'ailleurs, en ce début d'année, une petite recrudescence, hein, ce qui prouve que voilà, on n'est pas encore complètement sorti, je dirais, de la crise économique. On a un peu de fragilité en ce début d'année, et c'est pour ça que le terme de maintien est important, parce qu'il vise à signifier que nous continuons d'accompagner nos clients, les ménages, en l'occurrence, les particuliers, quand ils sont confrontés à des difficultés, nous aménageons leur crédit, nous faisons un petit peu de prorogation avec une structure dédiée pour éviter évidemment des difficultés ou de tomber dans des difficultés un petit peu plus graves. Pour les professionnels et les entreprises, en 2021, bien évidemment, il y a eu la poursuite de l'appui au programme Intelaka, la reconduction des offres de financement de relance, puisque le programme s'est éteint en juin 2021, et puis la transformation également des crédits d'Aman Oxygène en crédits amortissables. Là, vous avez un certain nombre de chiffres qui vous sont présentés. Alors, par rapport à la taille de Crédit du Maroc, par rapport à son poids, sa part de marché, les réalisations qui sont là sont tout à fait cohérentes avec les parts de marché que nous représentons. Donc 275 dossiers accordés pour 173 millions de dirhams au titre de Intelaka depuis le lancement du programme. Et évidemment, ça se poursuit puisque nous sommes toujours dans cette dynamique je dirais, d'accompagner et de permettre à de jeunes pousses, à des TPE, à des professionnels de se lancer. Les Daman de relance, c'est presque 600 dossiers qui ont été accordés donc pour 1,5 milliard environ de dirhams. Et les Daman Oxygène, donc 425 crédits qui ont été transformés, qui représentent à peu près 400 millions de dirhams. Alors qu'il n'est pas d'alerte particulière sur, je dirais, la capacité, ou en tout cas l'anticipation que nous pouvons faire de la capacité qu'auront les entreprises à rembourser les crédits, puisque nous n'y sommes pas encore. Le projet client, c'est aussi des réalisations concrètes sur les particuliers. Je dirais historiquement, l'une des forces de Crédit du Maroc, c'est le financement des ménages, c'est l'accompagnement des ménages, notamment au travers du crédit à l'habitat et du crédit à la consommation, puisque on l'a souvent dit, et je dirais les parts de marché sont là pour le confirmer. Nous avons sur le crédit habitat et sur le crédit à la consommation des parts de marché qui surperforment notre part de marché guichet, ce qui prouve véritablement que nous avons une expertise en la matière. Et cette expertise, elle s'accompagne également, je dirais, d'une réactivité, d'une rapidité je dirais, dans les délais que nous accordons pour la constitution du dossier et évidemment pour la mise en œuvre du crédit. Et pour autant, ce n'est pas terminé puisque le digital s'invite également dans la partie pour finalement nous aider à accélérer, à optimiser davantage encore le process et les délais sur le crédit habitat. Toujours au niveau du projet client, cette fois pour les professionnels et les entreprises, nous avons développé depuis quelque temps une approche sectorielle. Alors c'est vrai que l'approche sectorielle, elle a aussi été initiée pendant la crise sanitaire, où nous nous sommes dit, en même temps que d'autres confrères, pour être tout à fait honnête, qu'il y avait ce besoin d'accompagner notamment les professionnels de santé qui étaient dans l'œil du cyclone. On continue de le faire au travers de partenariats qui ont été établis avec des acteurs de la santé, alors dans le matériel médical notamment, alors pour à la fois des offres de crédit, des offres de crédit bail. Là aussi, des dispositifs de financement, alors octroi, post-octroi, c'est-à-dire permettre à une entreprise ou à un TPE, une TPE qui fait une demande de crédit d'avoir un parcours optimal, des réponses rapides et aussi une mise en force du crédit dans les meilleurs délais. Ce sont des évolutions qui ont été nécessaires à l'intérieur même de la banque et au final, évidemment, pour la satisfaction des clients qui peuvent constater que les délais s'améliorent de manière substantielle. Et puis, l'une des forces de Crédit du Maroc, c'est encore le crédit et l'international d'une manière générale. Et donc, nous avons développé, et nous continuons de le faire, l'activité internationale, notamment avec les partenaires traditionnels que sont la SMEX et Portnet, avec qui nous avons notamment organisé un certain nombre de conférences. Sur le projet humain,
qui est évidemment l'un des deuxièmes piliers de notre maison. Les collaborateurs de Crédit du Maroc sont une source, évidemment une ressource absolument indispensable et importante. C'est, je dirais, cette ressource qui permettra de concourir à cet objectif de satisfaction client. Et donc nous avons lancé un certain nombre de formations diplômantes et certifiantes dans cette idée de toujours permettre à nos collaborateurs de monter en compétences, et nous avons établi des partenariats avec l'Université internationale de Rabat et l'École centrale Casablanca. Par exemple, l'École centrale Casablanca, c'est aussi notamment sur les métiers du digital, sur les métiers de gestion de projet, puisque, je dirais, y compris dans les banques aujourd'hui, nous sommes à la recherche, nous avons besoin de ces profils que nous n'avions pas jusqu'alors autour du digital, autour des systèmes d'information et autour de cette capacité à mener des projets transverses qui sont de plus en plus complexes. Et puis, notre Université de Crédit du Maroc n'est pas en reste, puisqu'elle accompagne évidemment aussi la transformation de la banque, et nous avons lancé un certain nombre de programmes de formation et d'approfondissement des compétences des filières métiers du réseau. Ce sont nos conseillers d'accueil, ce sont nos conseillers clientèle, toujours dans cette même idée de mettre en face du client un collaborateur toujours mieux formé, qui pourra évidemment répondre d'autant mieux aux besoins du client. Toujours au niveau du projet humain, l'aspect formation, avec là aussi, nous l'avions présenté l'an passé, une appli mobile qui était donc la première d'ailleurs du marché au Maroc, à nos collaborateurs de se former avec l'application. Donc évidemment, nous avons continué de densifier le catalogue de formation au travers du mobile learning. Et puis, n'oublions pas que la crise sanitaire, je dirais, n'est pas totalement terminée. En 2021, nous avons eu au moins 2 vagues de Covid sévères qui nous ont contraints de nouveau à mettre nos collaborateurs en télétravail. J'ai coutume de dire qu'on est encore aujourd'hui dans du télétravail plutôt subi, et nous allons tout doucement atterrir et au sortir de la crise, être dans un mode de télétravail, je dirais, que l'on aura choisi, qui évidemment sera négocié avec les organisations syndicales, avec les élus. Mais tout ça, ça s'organise. Nous avons mis en place une application à l'intérieur de la banque qui permet à nos managers de mieux piloter le télétravail de leurs collaborateurs, parce que évidemment, nous avons appris pendant cette période, le télétravail, ça ne va pas de soi. Et donc, il faut pouvoir assurer une rotation des équipes. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail. En tout cas, nous avons appris et continué d'apprendre pendant cette crise. Et de fil en aiguille, on se dirige doucement mais sûrement vers ce que j'appelle encore une fois le télétravail choisi et qui sera mis en œuvre notamment dans le nouveau siège des Arènes. Nous avons également un sujet fondamental. Encore une fois, et j'insiste parce que c'est véritablement ce qui anime le comité de direction, le directoire. Il n'est de richesse à l'intérieur de la banque que des hommes et des femmes qui la composent. C'est la formation de nos collaborateurs, c'est la formation de nos managers dans la capacité qu'ils ont à bien manager les équipes qui va faire la différence et qui, au bout du bout, fait que le client est satisfait. Nous avons mis en place en 2021 un nouveau référentiel de compétences managériales. Les compétences que nous pensons que nos managers doivent avoir, doivent acquérir, doivent renforcer, parce que évidemment, deux managers ne sont pas égaux par rapport aux compétences que l'on attend d'eux, mais ce n'est pas grave. Les compétences, ça s'acquiert, ça se renforce, du mentoring, du tutorat, de la formation. Et donc, nous avons mis en place ce référentiel de compétences qui vise bien évidemment, au final, à faire que nos managers soient plus autonomes et plus responsables, qu'ils aient les pouvoirs, qu'ils puissent évidemment, dans les endroits où ils sont, et notamment dans les agences, d'autant plus avoir les pouvoirs pour répondre vite, pour, encore une fois, au bout du bout, satisfaire le client. Voilà donc des illustrations de notre projet humain. Sur le projet sociétal, une actualité qui a été également assez riche, puisque pour la deuxième année consécutive, Crédit du Maroc s'est vu décerner le label Top Performer RSE 2021 par l'agence de notation Vigeo, et notamment pour l'équilibre, je dirais, de la gouvernance.
La gouvernance au sein de Crédit du Maroc, c'est évidemment son conseil de surveillance, c'est le directoire. Et donc, nous sommes particulièrement satisfaits de nous voir récompensés sur cet équilibre qui s'impose à l'intérieur de nos organisations entre le rôle qui incombe évidemment au conseil de surveillance de contrôler, de surveiller et puis également de valider la stratégie telle qu'elle est proposée par le directoire et puis le directoire en tant que tel qui a pour rôle évidemment de mettre en œuvre cette stratégie. Une autre illustration, c'est la contribution de la Fondation Crédit du Maroc à la première édition du prix national Génération Solidaire, qui a été donc lancée. Alors la photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise à Rabat. D'autres illustrations, c'est un partenariat qui commence à durer, mais que nous aimons bien, et qui vise à accompagner des startups et à valoriser les projets qu'ils portent, notamment autour, je dirais, de l'inclusion, de la transition énergétique, de la préservation de l'environnement. Donc le troisième concours Start Your Project with Fondation Crédit du Maroc et donc Bidaya, l'incubateur Bidaya, donc nous sommes associés encore une fois en 2021. Une convention entre la Fondation également et le groupe amical marocain des handicapés, qui porte donc sur l'appui de personnes en situation de handicap avec la mise en œuvre de projets d'auto-emploi, ce qui témoigne, ces illustrations témoignent que derrière la RSE, derrière cette nécessité aujourd'hui d'inclure davantage les critères ESG dans la politique de l'entreprise, ça c'est du concret, c'est des petites choses, on n'en parle pas forcément, mais en tout cas ça anime véritablement la banque et je pense que ça rend fier également les collaborateurs de Crédit du Maroc. De la même façon, nous avons parrainé le hackathon sur l'entrepreneuriat sportif avec l'ONG Tibu Maroc, cette très belle ONG qui aide ces jeunes d'Afrique et qui évidemment ont tous, je dirais, un sport en règle générale à leur actif et qui sont accompagnés pour pouvoir créer leur métier ou en tout cas se lancer, je dirais, par rapport à la passion qui les anime. Et en interne, donc la semaine RSE a été lancée du 14 au 18 juin 2021 pour que, encore une fois, la RSE se vive à l'intérieur de l'entreprise, que les collaborateurs prennent conscience que ce n'est pas l'affaire, je dirais, d'une direction de la RSE, mais bel et bien l'affaire de tous. Et je pense que les collaborateurs de Crédit du Maroc en sont de plus en plus convaincus. Parmi les autres réalisations qui touchent notamment à ce qu'on a coutume d'appeler l'empreinte carbone propre de la banque, nous y travaillons notamment, évidemment, dans l'optique de notre futur déménagement dans le siège des Arènes, qui est particulièrement bien avancé. J'en parlerai juste après, mais donc le déménagement est toujours prévu pour le T2, le T3 de cette année. Nous avons, pour la phase d'exécution du projet, obtenu la certification environnementale HQE, haute qualité environnementale, niveau exceptionnel. Voilà. C'est important parce qu'évidemment, cette certification, elle emporte un certain nombre d'économies d'énergie qui, aujourd'hui, sont absolument indispensables. On n'imagine pas, je pense, une entreprise créer un nouveau siège ou je dirais de nouveaux bâtiments sans mettre la barre très haut, et nous avons souhaité la mettre très haut en ce qui concerne le projet Les Arènes. Nous avons de fait également d'autres actions volontaristes pour la réduction de l'empreinte carbone de Crédit du Maroc, puisque nous avons un objectif de réduction de cette empreinte carbone de moins 25% à horizon 2025. Nous continuons d'offrir et, je dirais, d'accompagner la transition énergétique et tous les projets autour de l'efficacité énergétique. Nous avons, pas plus tard que la semaine dernière, donc renouvelé notre partenariat avec la Bird au travers d'une nouvelle ligne de financement de 25 millions d'euros, avec donc également je dirais le Green Climate Fund et puis l'Union européenne. Une enveloppe qui avait déjà été autorisée il y a quelque temps de 20 millions d'euros et quasiment utilisée en totalité. Donc on sent véritablement, je dirais, une accélération des projets de la part de nos clients qui ont envie de s'engager sur des projets d'autoconsommation ou en tout cas sur des projets qui contribuent à une meilleure efficacité énergétique et donc à la transition climatique.
J'en viens donc aux 4 fondations et très rapidement, donc, je reviens sur le projet Les Arènes. Je pense que pour celles et ceux qui de temps en temps, avec leur voiture, sont sur le boulevard d'en face, je crois que voilà, on peut pas louper notre siège aujourd'hui. Il est là, il est bien là. Il est en train de se terminer. Le bâtiment est monté. Donc, nous sommes dans une phase d'aménagement des espaces de travail et puis évidemment de finalisation des travaux, du second œuvre, et puis petit à petit on va se rapprocher donc de l'emménagement pour le T2, pour le T3 comme je vous le disais, à la plus grande satisfaction des collaborateurs, parce que depuis le temps que ce projet est dans les tiroirs, enfin il voit le jour, et donc je pense que c'est une réelle satisfaction. L'autre projet emblématique, c'est le projet de changement du système d'information, donc le Core Banking System. Alors nous en sommes où, Je rappelle que c'est un projet qui a une échéance aujourd'hui mi-2023, fin 2023 si le calendrier est respecté. Aujourd'hui, le calendrier est respecté. Nous sommes dans une phase donc de conception détaillée du Core Banking System, c'est-à-dire finalement ce que seront les fonctionnalités, ce que sera le futur poste de travail du collaborateur dans l'agence. Donc tout ça est en train d'être configuré, d'être architecturé, j'ai envie de dire. Et vous avez également donc sur cette deuxième ligne, je dirais un état d'avancement, c'est-à-dire que les applications bancaires qui doivent être adaptées, identifiées, tout ce travail a été fait. Il embarque évidemment un nombre important de collaborateurs, une équipe dédiée au projet Oxygène qui ne fait que ça, mais évidemment toutes les équipes dites métiers de la banque qui contribuent pour apporter leur expertise, leur connaissance, je dirais, de l'activité bancaire pour faire que ce Core Banking System soit vraiment totalement en adéquation avec les besoins, avec les attentes des collaborateurs. Le troisième projet d'envergure, et Karim aura, je pense, l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la présentation des résultats commerciaux, c'est un projet important. C'est le projet TAFIS, qui est donc le projet de nouvelle organisation distributive. Et finalement, pourquoi ? Dans l'idée, je reviens au point de départ, au projet client, cet objectif phare de la satisfaction client, c'est finalement de renforcer, de favoriser le rôle de conseil, c'est-à-dire d'évacuer autant que possible des tâches répétitives qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée, qui peuvent être automatisées pour pouvoir, encore une fois, libérer du temps commercial et mettre nos collaborateurs en face des clients dans un rôle de conseil, de pouvoir véritablement servir le client, l'écouter davantage, lui consacrer beaucoup plus de temps qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est une ambition que Crédit du Maroc porte, et je pense que nous pouvons constater les premiers résultats, comme je le disais, au travers de l'IRC. Nous avons poursuivi l'optimisation du maillage de notre réseau sur le territoire, avec, c'est vrai, un certain nombre de fermetures d'agences, mais de regroupements d'agences d'ailleurs, parce que évidemment, je dirais, les collaborateurs d'une agence qui ferme, souvent sont, je dirais, déplacés dans une agence qui finalement va prendre un petit peu plus d'envergure, mais nous avons aussi dans ce projet des ouvertures d'agences qui sont programmées, et je pense que Karim pourra en dire quelques mots tout à l'heure. De la même façon, donc, ce projet emporte, j'en ai dit quelques mots juste avant, des optimisations de processus en agence pour donc plus d'efficacité commerciale, et évidemment aussi plus d'efficacité opérationnelle, parce que plus, je dirais, nous serons efficaces, et bien mieux ça nous permettra, je dirais, de dégager du résultat et d'investir, je dirais, au niveau de la banque pour la transformation qui est absolument nécessaire, notamment sur le plan du digital. Et justement, le digital, j'y viens. L'année 2021 a vu un vrai travail de refonte de l'application MyCDM et de l'e-banking. Nous n'avons jamais caché sur les dernières années le fait que nous avions au sein de Crédit du Maroc un besoin d'accélérer, je dirais, dans l'histoire de Crédit du Maroc, dans les priorités, le digital n'a pas été dans les priorités. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pensait pas, mais je dirais les investissements que l'on mène, forcément, doivent être faits au rythme des priorités. La crise sanitaire a montré l'importance, évidemment, du digital et l'accélération inévitable. Donc nous avons pris, j'ai envie de dire, le train en marche, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une application MyCDM qui est tout à fait performante, qui s'est enrichie plusieurs fois au cours de l'année 2021,
Et de la même manière, nous avons refondu l'e-banking. Donc, véritablement, nous avons aujourd'hui des applications et des dispositifs totalement up-to-date et qui, parfois, ont même pris de l'avance par rapport à nos confrères. Et ce n'est pas terminé parce que ces applications, nous allons continuer de les enrichir. Voilà, le but étant, bien évidemment, de permettre aux clients d'être autonomes, de faire le choix d'être autonome, j'ai envie de dire. Parce que c'est le client qui doit décider quand et comment il souhaite consommer la banque. S'il souhaite continuer de venir en agence, il a son conseiller. Il aura de plus en plus d'automates, de libres services bancaires un peu plus intelligents et un peu plus dotés d'applications pour pouvoir faire des opérations seul, mais il aura toujours la possibilité de le faire avec son conseiller. Et puis, évidemment, la possibilité de le faire à distance avec les applications, avec l'e-banking, mais aussi avec notre centre de relations clients. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les faits marquants de 2021 qui illustrent véritablement le projet Tajdeed 2022. Voilà, il reste une année, on poursuit et Karim va pouvoir vous parler maintenant de la traduction de tous ces faits en chiffres notamment en termes de performance commerciale. Merci Bernard. Donc, l'activité commerciale s'est très bien tenue en 2021. Donc, d'un côté, nos crédits à la clientèle se sont accrus de 5%. Et de l'autre, nous avons donc des dépôts qui augmentent de 4,2%, donc un rythme qui est proche. Vous remarquerez un parfait équilibre entre, d'un côté, les crédits qui sont distribués et les ressources bilan aux alentours de 46 milliards. Donc, dans le détail, les crédits aux particuliers ont augmenté de 4,9% contre 2,8% pour le secteur bancaire. D'abord, les crédits à l'habitat ont progressé donc, de 6,7% et c'est un réel motif de satisfaction pour nous car, vous le savez, c'est un domaine dans lequel Crédit du Maroc ne cesse de renforcer jour après jour sa position de banque de référence. Il faut noter qu'à ce titre, une très bonne orientation des financements Mourabaha, donc de notre fenêtre participative Al-Reda, dans les encours ont plus que doublé par rapport à l'année dernière. Je rappelle, comme le disait le Président, que sur le crédit habitat, nous avons développé un parcours client qui est très performant, avec des accords de principe instantanés sur plusieurs canaux, à la fois sur le net, mais aussi en agence, des délais d'octroi avec des accords définitifs en 48 heures, et aussi des offres qui sont très avantageuses pour nos clients. Sur le crédit à la consommation, les encours marquent un repli, pour la deuxième année consécutive, mais de manière moins importante, parce que ce repli se limite à 2%. Cette baisse, j'ai envie de dire, est toujours conjoncturelle et elle est liée à la fois à une demande qui est plus modérée, comparativement à la période anté-crise, mais aussi à l'impact de la crise sanitaire et économique sur les revenus de nos clients qui, donc, grèvent leur capacité d'endettement. Sur les entreprises, Crédit du Maroc a poursuivi en 2022 une politique qui est donc volontariste. À noter que nous avons enregistré une quasi-stabilité de nos encours en crédit d'équipement, donc qui limite leur baisse en 1,1%. Je le disais tout à l'heure sur le volet bancaire, le secteur bancaire enregistre une baisse de quasiment 6%. Donc, et sur le leasing où nous avons donc quasiment stabilisé les encours, donc dans un marché, je le disais, donc en baisse, et ce qui donc par conséquent nous a permis d'améliorer nos parts de marché. Les crédits aux promoteurs se replient de près de 11%, dans un contexte de report d'un certain nombre de projets de promotion immobilière. Nos clients préférant plutôt écouler leur stock et reconstituer leur trésorerie. Et nous avons donc également continué à accompagner le financement des besoins en trésorerie de nos clients, de nos clients entreprises avec des crédits court terme qui progressent à fin 2021 de quasiment 6%. Au niveau de la collecte, sur la collecte donc bilan, les ressources à vue progressent de 7%, ce qui dénote au même titre que 2020 d'un certain attentisme de nos clients, donc qui préfèrent maintenir leurs ressources disponibles, mais aussi d'un manque d'attractivité, on va dire, des taux de rémunération suite à la baisse du taux directeur. Donc les taux de rémunération ont été un peu moins attractifs qu'ils l'étaient auparavant.
Donc, de l'autre côté, les comptes d'épargne demeurent stables à près de 10 milliards de dirhams. Les comptes à terme baissent de 18%. Et cette baisse s'explique par un effort de diversification que nous menons depuis plusieurs années pour donc, diversifier les solutions d'épargne et proposer à nos clients des solutions d'épargne qui sont autres que celles qui sont traditionnelles. Donc, nous avons d'ailleurs développé au Crédit du Maroc ces dernières années le concept des rendez-vous d'épargne qui permettent de découvrir les besoins de nos clients, qui permettent d'identifier leur capacité d'épargne et qui permet donc de leur proposer des solutions qui s'adaptent à la fois à leur projet d'épargne, à leur maturité de placement, mais aussi à leur profil de risque. Donc c'est une approche qui est très plébiscitée aujourd'hui par nos clients et qui me fait une bonne transition pour la slide d'après, puisque on le voit sur la diversification, sur la collecte hors bilan, les OPCVM se portent bien avec des encours qui progressent de quasiment 6%, et l'assurance vie renoue, même s'il y a eu quelques sujets fiscaux cette année, notamment sur les assurances retraite, qui renouent avec la croissance, avec des encours donc, qui progressent de 4,7%. Sur l'assurance, la banque assurance, la production, alors vous ne l'avez pas, mais la production des contrats a augmenté de plus de 33% par rapport à 2021. Nos stocks en termes de contrats ont augmenté de près de 6%. C'est ce qui nous a permis d'inverser la tendance parce que les primes d'assurance non-vie étaient en baisse l'année dernière. Donc cette année, nous avons une progression de quasiment 1%. Donc un début de reprise, on va dire, sur la banque assurance qui est tiré à la fois sur l'assurance des emprunteurs, les ADE qui progressent de 3,7%, mais aussi le dommage qui progresse de 3,8%. Donc nous sommes satisfaits de cette reprise, ou ce début de reprise commerciale qui nous permet, encore une fois, à proposer à nos clients des produits qui sont utiles, des solutions qui sont utiles en termes de protection, de prévoyance et d'épargne. Alors, je vous ai donc exposé les chiffres commerciaux. J'aimerais prendre, comme le disait le président tout à l'heure, quelques minutes pour vous décrire un peu les initiatives qui ont été entreprises en 2021 en termes de transformation, parce que 2021 était un grand cru en termes de performance commerciale, et vous le verrez plus tard, en termes de performance financière, mais elle a été aussi un grand cru en termes de projets de transformation, et notamment sur les priorités qui sont les nôtres, qui est la satisfaction client. Donc d'abord, sur le volet opérationnel, on note de belles avancées sur ce volet-là, avec la refonte et la fluidification de plusieurs parcours clés, on en parlait tout à l'heure, le crédit habitat, la monétique, l'assurance, le traitement des irritants clients. Cette année, nous avons résolu quelque chose comme 70 irritants clients, dont 4 majeurs, qui permet donc de mieux satisfaire nos clients et répondre à leurs besoins. Et nous avons également mis en place un dispositif de mobilité bancaire pour simplifier le passage d'une agence à l'autre au sein de Crédit du Maroc, et qui donc a connu un véritable succès auprès de nos clients. J'en parlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Sur le volet de l'excellence relationnelle, là aussi, nous avons déployé plusieurs dispositifs clés qui nous permettent d'améliorer l'excellence relationnelle, la relation avec nos clients. Nous avons d'abord mis en place, au niveau de chacune de nos agences, un dispositif de mesure de la satisfaction client, donc le fameux IRC dont le président a parlé tout à l'heure, mais au niveau de l'agence. Donc les clients de l'agence sont invités régulièrement à donner leur avis, leur indiquer le niveau de satisfaction qu'ils ont au niveau de l'agence. Et ça nous permet donc de détecter ces insatisfactions et agir, parce que tous les clients insatisfaits sont rappelés par le directeur d'agence et des solutions sont proposées. Nous avons, en deuxième point, également amélioré la pertinence et l'intensité de notre plan de sollicitation client, donc notre capacité à réellement contacter proactivement nos clients sur des sujets qui les intéressent au bon moment et pour leur proposer la bonne solution. Et ceci a été rendu possible parce que nous avons continué à investir dans nos capacités de CRM. Nous avons également ancré un nouveau modèle, un nouveau référentiel qui est intitulé les passeports de la relation client, qui reprend l'ensemble des postures à respecter en agence par nos conseillers de clientèle.
Et sur cette base, nous avons également mis en place un dispositif de labellisation des agences. Donc, nous avons un audit qui se fait de manière biannuelle de toutes les agences bancaires et sur lesquelles donc, on va aller relever soit des situations observables soit des KPI qui nous permettent de dire est-ce que l'agence est labellisée, est-ce qu'elle offre le niveau de relation client adéquat et qui est attendu, en droit d'être attendu par nos clients. Et donc, c'est un process qui est vertueux, qui permet à nos agences de s'améliorer au fur et à mesure. Nous avons enfin, de manière importante, renforcé aussi la capacité de nos clients à interagir et à consommer leur banque, comme le disait le président, sur plusieurs canaux, notamment avec une offre digitale qui s'est largement enrichie cette année et qui continuera, vous le verrez, sur les mois à venir, à connaître des évolutions majeures. Donc tous ces dispositifs conjugués à un ancrage de la valeur d'un client satisfait au sein de notre entreprise nous permettent aujourd'hui de tirer les fruits parce que, comme ça a été dit en introduction, notre indice de recommandation client est passé en troisième position sur 8 banques de la place. J'aimerais enfin prendre quelques minutes pour vous parler du programme Tahfiz, le nouveau modèle de distribution de crédit du Maroc. Donc, en quelques lignes, ces objectifs sont majoritairement, bien évidemment, orientés clients. D'abord, offrir à nos clients des conditions d'accueil optimales en revoyant les agences, la modernité de nos agences, le format des agences, le parcours du client au niveau des agences avec des espaces d'accueil, des espaces découvertes, avec la possibilité de découvrir notre gamme de solutions, notre gamme de produits, nos solutions en utilisant des écrans digitaux, etc. Mais aussi offrir à nos clients un conseil plus poussé en libérant du temps commercial en agence, donc aller automatiser un certain nombre de processus, libérer du temps et permettre enfin à nos clients en agence d'avoir plus d'autonomie en développant donc, notamment les espaces libres services bancaires qui donc sont accessibles à nos clients au-delà des horaires d'ouverture des agences et qui permettent de réaliser plusieurs typologies de transactions, notamment des dépôts de chèques, des dépôts d'espèces, sans forcément recourir au fameux guichet bancaire. Donc voilà, tous ces objectifs sont emportés par le programme Tahfiz qui a plusieurs composantes. D'abord une composante maillage et nous avons donc optimisé, resserré notre dispositif d'agence avec une fermeture et un regroupement de 30 agences. Donc nous préférons nous focaliser sur des agences qui sont de plus grande taille, donc avec plus de collaborateurs, qui permettent donc de délivrer un conseil de plus grande qualité à nos clients. Nous avons également, ce n'est pas qu'un projet de fermeture ou de regroupement, nous avons également entamé l'ouverture de deux nouvelles agences et nous avons plusieurs pistes qui sont en cours d'étude pour ouvrir encore jusqu'à 5 ou 6 nouvelles agences dans des quartiers où nous n'étions pas présents. Et puis nous avons, à l'occasion de cette process de regroupement d'agences, mis en place un process de mobilité bancaire, parce qu'il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit de le faire dans un mode performant. Et nous avons donc relevé si nos clients étaient satisfaits par rapport à ce process de mobilité. L'IRC sur ce dispositif a été de plus 25. Donc c'est un dispositif par lequel nous mettons en place un guichet unique et nous nous occupons de toutes les formalités nécessaires pour que le client puisse transférer son compte à une autre agence. Deuxième composante, c'est la composante nouveau modèle d'agence. En 2021, nous avons conçu des pilotes de l'agence bancaire de demain. Il y a 2 photos qui étaient exposées tout à l'heure. Certaines sont déjà ouvertes à nos clients, notamment une qui est donc sur le boulevard d'Enfant, une autre sur Belanzaran. Nous avons également mis en place plusieurs libres services bancaires auprès de nos clients pour leur donner plus d'autonomie. Et nous avons donc décidé de lancer en ce début d'année 2022 la généralisation des espaces libres services bancaires est une partie importante de nos agences. Donc vous le verrez, au fur et à mesure, une grande partie de nos agences seront équipées d'un libre service bancaire. Et nous avons enfin enrichi nos fonctionnalités, nos services GAB, avec plusieurs fonctionnalités qui étaient donc attendues par nos clients. Sur le volet de l'efficacité commerciale, nous avons initié la transformation de plusieurs processus clés, dont celui de la remise de chèques.
Donc aujourd'hui, nos clients peuvent remettre leurs chèques sur urne, sur GAB, la refonte de plusieurs process qui sont chronophages, des transferts internationaux, les attestations bancaires qui ont été donc automatisées et qui ont été mises en pilote fin d'année, qui vont être généralisées en ce début d'année et qui permettent donc de libérer encore une fois plus de temps pour allouer à nos clients. La quatrième composante est celle de l'évolution des métiers. Donc forcément, nous avons dû revoir la configuration de notre réseau d'agences en créant des groupes d'agences de plus grande taille. Nous avons revu le modèle de distribution au profit des clients professionnels en créant des métiers qui sont dédiés à cette typologie de clients. Et nous avons également créé de nouveaux métiers pour globalement renforcer la dimension conseil. Et enfin, la composante conduite de changement qui est nécessaire dans ce type de projet de transformation et qui se matérialise par un certain nombre d'actions, de formations, de dispositifs d'accompagnement. Donc, ce qu'il faut retenir globalement sur l'activité commerciale, c'est une activité qui est donc très bien orientée à la fois sur les crédits que sur les ressources, une très bonne dynamique sur le financement habitant, avec une belle contribution de notre fenêtre participative REDA, un développement qui est très favorable auprès des entreprises avec une bonne résilience sur les financements de l'investissement, des métiers spécialisés, notamment la banque assurance, où j'en ai pas parlé, mais aussi d'autres métiers comme l'international qui se comportent très bien, et puis surtout une vraie transformation en profondeur des réseaux de distribution qui est en marche avec des résultats qui sont donc concrets et qui sont encourageants en matière de satisfaction client. Je repasse la main à Stéphane. Merci Karim pour cette présentation. Alors je vous invite à partager les chiffres qui traduisent la dynamique commerciale que vient de présenter Karim, ainsi que les investissements qu'on a évoqués tout à l'heure dans le cadre de notre PMT. En démarrant par un PNB sur un premier bancaire sur l'année 2021 qui s'est très bien orienté avec une accélération notable sur le dernier trimestre qui est avec une progression de plus 5%. Sur l'année, nous avons une progression donc, du PNB en consolidé de plus 3,3% pour s'établir à 2 460 millions de dirhams. Avec trois points à retenir. Tout d'abord, une très bonne tenue de la marge d'intermédiation qui constitue environ les 3/4 de notre PNB à plus 5,1%, donc qui traduit la dynamique commerciale que l'on évoquait tout à l'heure, qui a notamment permis en matière de crédit de compenser l'effet taux par un effet volume, donc à due proportion, donc ce qui a permis d'absorber cette évolution des taux. L'action sur la collecte a également permis finalement de baisser notre coût de financement, de refinancement et aussi de limiter notre empreinte sur le marché, une empreinte sur le marché qui est aujourd'hui de 1,4 milliard de dirhams, donc qui a pu bonifier cette marge d'intermédiation tout au long de l'exercice. Deuxième point important, c'est qu'en 2021, nous avons assisté à une vraie reprise des commissions qui ont progressé de plus 2,2%, notamment sur trois activités. Les assurances avec une progression supérieure à 9,1%, sur la partie OPCVM, donc avec une progression de plus de 8%, et également l'activité internationale qui a été soutenue avec la reprise de l'activité des entreprises et des PME dans notre portefeuille. À noter que si on exclut l'activité courtage qui est en cours de cessation d'activité au cours de l'exercice, la progression des commissions aurait été de 3,4%. Les résultats de marché sont en nette baisse par rapport à l'exercice précédent, notamment liés à des effets de taux, mais la contribution au PNB est de l'ordre de 8%, donc c'est un impact qui est moins significatif, mais qu'on souhaitait également partager avec vous. Donc un PNB, encore une fois, qui a retrouvé de belles couleurs en 2021. S'agissant des charges d'exploitation, elles sont globalement bien maîtrisées, avec une progression de plus 1,1% sur l'ensemble du groupe Crédit du Maroc pour s'établir à 1,335 milliard, qui sont caractérisés par deux éléments. Globalement, des charges d'exploitation qui sont en progression de plus 1,1%, mais qui sont surtout tirées par la forte progression des amortissements, donc qui progressent de quasiment 19% et qui sont la traduction de la mise en amortissement des investissements très importants engagés ces dernières années par le Crédit du Maroc et qui se sont poursuivis au cours de l'année 2021.
En revanche, on a également fait un gros travail d'optimisation de nos charges de fonctionnement courantes. Les charges de personnel ont progressé d'un peu plus de 2%, mais qui résultent de l'investissement dans le capital humain pour recruter les expertises et les compétences dont le Crédit du Maroc a besoin pour pouvoir notamment mener ces projets de transformation, avec une optimisation des autres charges assez significatives pour réduire le coût des prestataires, etc. et qui nous permet encore une fois d'avoir un niveau de charge courante qui permet d'absorber la forte augmentation de nos investissements sur l'exercice. Sur l'année 2021, à titre d'information, les investissements sont de près de 360 millions de dirhams, donc ce qui est un montant qui reste significatif par rapport aux exercices précédents, et également, pour information, par rapport à l'enveloppe d'1 milliard de dirhams qui avait été allouée pour les programmes de transformation. La consommation est à peu près de 50% à la fin de l'exercice 2021, principalement marquée par les investissements immobiliers. Les prochaines années, notamment 2022, verront plutôt la dimension informatique être utilisée. Donc, encore une fois, une année qui a permis de bien maîtriser la performance opérationnelle du Crédit du Maroc pour lui permettre de continuer à investir. Ce qui se traduit par un RBE, un résultat brut d'exploitation en nette progression, donc de plus de 6% pour s'établir à un peu plus de 1,1 milliard de dirhams, donc, qui traduit cette performance opérationnelle que je viens d'évoquer et qui aussi finalement permet d'afficher un coefficient d'exploitation en nette progression par rapport à l'exercice 2021 à un petit peu plus de 54%, encore une fois, qui traduit la performance opérationnelle du groupe Crédit du Maroc. En dessous du RBE, nous avons l'évolution du coût du risque. Donc après une année 2021, pour rappel, où le coût du risque avait été particulièrement élevé, à 722 millions de dirhams, qui traduisait d'une part une hausse des risques avérés dans le cadre du contexte de la crise sanitaire, mais également un effort très important d'anticipation des risques à venir qui nous avait amené à doter un certain nombre des montants significatifs de provisions. Aujourd'hui, on affiche un coût du risque en nette baisse qui est de 20 BP pour s'établir à 64 millions de dirhams et qui en fait traduit plusieurs phénomènes. Tout d'abord, j'allais dire un dénouement positif sur un dossier de litige d'un montant significatif qui a fortement impacté pour le coup le niveau de coût du risque opérationnel. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, on a un niveau de risque de contrepartie, de coût du risque sur les crédits qui était aux alentours de 240 millions de dirhams, qui en fait traduit un retour à un niveau de coût du risque normatif sur les activités crédit de la banque, puisque sur l'année 2021, la sinistralité sur l'ensemble des marchés était contenue et bien maîtrisée, notamment aux efforts de recouvrement des équipes et surtout à la qualité du portefeuille intrinsèque du Crédit du Maroc, notamment sur les clients PME corporate. Le Crédit du Maroc affiche également un niveau de couverture en légère baisse, mais qui reste particulièrement élevé, au-delà de 91%, qui traduit toujours l'approche très conservatrice et très prudente dans la couverture de nos risques par le Crédit du Maroc au niveau de la banque, mais également dans les différentes filiales qui composent le groupe Crédit du Maroc. En termes d'indicateurs de risque, qui ne figure pas sur cette page mais qui est important, en termes de CDL, donc on a un taux de CDL de 8,3% sur l'ensemble du groupe Crédit du Maroc, donc à comparer avec le taux de CDL moyen évoqué par Karim tout à l'heure sur le marché bancaire au Maroc, et avec un taux de CDL pour la banque Crédit du Maroc, donc qui constitue l'essentiel du groupe, qui s'établit à 7,3%, et donc encore une fois qui montre la très bonne maîtrise des risques sur le groupe Crédit du Maroc. De facto, les évolutions du PNB favorables, la maîtrise des charges et un coût du risque qui a été particulièrement réduit, limité en 2021. Le résultat net part du groupe de Crédit du Maroc s'affiche à 627 millions de dirhams, donc en très très nette progression, et encore une fois qui traduit la dynamique commerciale retrouvée, la très bonne performance opérationnelle des différentes entités du groupe, et encore une fois une maîtrise des risques, surtout caractérisée par une gestion très très prudente et très anticipative qui permet d'absorber les évolutions des risques sur ces derniers mois. Un focus rapide sur les filiales qui ont bien contribué à la performance du groupe Crédit du Maroc, avec un PNB
en progression de 6,3%, tiré pour l'essentiel, je l'ai évoqué tout à l'heure, par les activités assurance, qu'on retrouve logées dans Crédit du Maroc Assurance, avec plus 9,1% de progression de PNB, et également la partie d'épargne de placement hors bilan, qui sont logées dans CDM Patrimoine, donc qui tire le PNB vers le haut, ce qui permet finalement d'amortir une stabilité, voire une baisse du PNB sur les métiers spécialisés, donc notamment leasing et factoring, où là le PNB se tient, mais avec une évolution contrastée de l'activité, notamment sur le leasing, où c'est plutôt le portefeuille PME qui a tiré de l'activité que les grands comptes, et sur CDM International, une activité qui se tient bien au regard des investissements constatés sur le marché marocain en 2021, mais qui a été impactée à la baisse par une réévaluation de la position de change qui a impacté d'une part le PNB et qu'on retrouve en partie dans la baisse du résultat net que vous constatez sur cette plaque. Un petit mot sur la partie CDM Capital avec des chiffres qui sont en nette progression mais qui ne sont pas le reflet de l'activité qui est en cours de cessation mais d'opération de simplification capitalistique où les parts détenues par CDM Capital dans CDMP ont été rachetées par Crédit du Maroc. Et donc on voit la traduction financière dans les comptes de CDMC, mais encore une fois qui ne reflète pas l'activité mais qui impacte favorablement la structure. Pour conclure sur cette partie financière, partager avec vous les ratios prudentiels du groupe Crédit du Maroc qui restent très solides. Vous constatez cette année de nouveau une nette progression des fonds propres qui s'établissent à plus de 5,5 milliards de fonds propres durs, donc ce qu'on appelle le Tier 1, donc qui sont à un niveau élevé et qui se traduit ensuite par un ratio de solvabilité très élevé à plus de 15,4% sur le ratio de solvabilité et à plus de 12,6% sur le core Tier 1, donc sur les fonds propres durs, donc très nettement au-delà des limites réglementaires de 9 et de 12%, sans évoquer l'assouplissement de Banque Al Maghrib accordé jusqu'à juin 2022, donc un niveau très solide pour la banque, qui traduit la bonne performance en termes de résultats qui contribuent positivement aux fonds propres de la banque et également une bonne allocation en termes d'emplois pondérés avec notamment un développement d'activité sur les actifs de bonne qualité qui permet de réduire la pondération des actifs. Sur la liquidité, un ratio qui est en nette baisse par rapport à l'année dernière, mais encore une fois l'année 2020 était exceptionnelle, notamment compte tenu du niveau très élevé des ressources à vue. Donc là on retrouve un niveau plus classique d'avant-crise à 161% et qui permet notamment de limiter notre empreinte sur le marché, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et donc de contribuer à accompagner l'activité d'une part avec des coûts de refinancement optimisés. Donc en conclusion sur cette partie financière, pour avoir été très rapide, encore une fois, une dynamique commerciale qu'on retrouve dans nos chiffres, une très bonne maîtrise finalement de la gestion de la banque et une approche toujours très prudente dans l'approche de nos risques qui permet d'être confiant dans la situation financière du Crédit du Maroc et dans sa capacité à continuer à se développer et à mener ses projets d'investissement dans le futur. Un mot rapide sur les performances de Crédit Agricole SA, donc, qui est l'actionnaire de référence et majoritaire de Crédit du Maroc et sur lequel Crédit du Maroc s'appuie notamment en termes d'expertise sur un certain nombre de métiers spécialisés. Je ne rentre pas dans le détail de tous les indicateurs qui sont indiqués, mais simplement pour partager les deux indicateurs financiers en termes de résultats, avec des résultats de plus de 8,5 milliards sur l'exercice 2021 qui traduit la très bonne performance de l'ensemble des métiers du groupe Crédit Agricole sur l'ensemble de ces marchés, qui traduit ici une bonne performance financière avec un an d'avance dans l'atteinte des engagements qui avaient été pris vis-à-vis des marchés financiers. Et l'autre indicateur, c'est une situation financière, notamment au niveau du CET1, qui reste toujours très élevée, à 17,5%, très au-delà des exigences des régulateurs européens dont dépend le groupe Crédit Agricole.
L'autre point peut-être à partager sur le groupe Crédit Agricole, c'est finalement que c'est un groupe qui délivre régulièrement de très très bonnes performances et qui montre la solidité de son modèle de banque relationnelle qui travaille la relation avec ses clients dans la durée, tant dans sa dimension humaine que digitale. C'est des éléments que l'on retrouve dans la stratégie du Crédit du Maroc qu'on a évoqué tout à l'heure avec Bernard, et également un attachement très très fort à accompagner l'ensemble de ses clients, mais également d'accompagner les transformations sociétales très profondes et qu'on a également évoquées pour le Crédit du Maroc. Et dernier élément caractéristique, c'est un groupe qui privilégie aujourd'hui sur l'ensemble de ses marchés et sur l'ensemble de ses activités un développement organique, davantage qu'un développement par croissance externe, et la mise en place de partenariats sur un certain nombre de métiers qui permettent de renforcer la performance des métiers au service de l'ensemble des banques du groupe Crédit Agricole dont fait partie le Crédit du Maroc. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il faut retenir au niveau financier. Merci Stéphane. Donc, je vais clôturer cette conférence avant de répondre à vos questions par un point donc sur les différents KPI, les différents indicateurs que nous avions dévoilés il y a quelque temps, et faire finalement le point. On se situe où par rapport à l'échéance de ce projet d'entreprise, alors qui crise sanitaire faisant, a été plutôt donc lancé, je dirais, à la mi-2020. Donc, quand on dit 2022, évidemment, on est sur un projet d'entreprise qui déborde un peu sur 2023, et je pense notamment au projet de changement du core banking system. Donc, je vous disais que finalement, l'échéance, avec encore une fois un planning qui se tient, mais voilà, c'est un projet évidemment complexe qui s'il devait déraper de quelques mois, je dirais c'est tout sauf, je dirais, un sujet, un problème, parce qu'il faut l'accepter, mais à ce stade, on est toujours donc sur une échéance sur la fin du premier semestre 2023. Donc voilà, des indicateurs qu'on va suivre finalement jusqu'à début mi-2023. L'IRC, on en a déjà beaucoup parlé, donc l'ambition qui est d'être numéro 3 à horizon 2023, encore une fois, c'est atteint avec un an d'avance. Finalement, maintenant, il faut durer, hein, il faut rester troisième et puis progresser pour être numéro 1, ce que nous souhaitons être à l'horizon 2025. Au niveau des investissements, je crois que Stéphane Cléris l'a évoqué, nous sommes tout à fait sur le rythme des investissements que nous avons décidé d'engager, cette enveloppe de 1 milliard de dirhams, comme Stéphane Cléris le disait, on est grosso modo à 50%. Donc sur les différentes fondations que sont les arènes, que sont le projet Oxygène, donc de changement du core banking system, le digital bien évidemment qui monte en puissance, mais aussi Tafiz qui emporte la transformation des agences, le nouveau modèle d'agence tel que Karim l'a présenté. Mais au-delà d'ailleurs du modèle d'agence, c'est la réfection d'un certain nombre d'agences, des façades et des travaux qui s'imposent pour moderniser un certain nombre d'agences qui ne seront pas forcément dans le nouveau modèle, mais qui ont besoin d'être transformées à minima. Pour ce qui est de la conquête sur 3 ans, donc un cumul de 300 000, donc vous voyez qu'on est un peu en décalage, puisque sur l'année 2021, donc qui est vraiment la première année de notre PMT en la matière, c'est environ 70 000 clients. 300 000 finalement, l'idée c'est 100 000 par an. La bonne nouvelle en revanche, c'est que depuis le début de l'année, nous sommes sur un rythme de 100 000 clients à l'année, donc nous espérons rattraper ce petit retard. La croissance du PNB, voilà, entre 2021 et 2020, on est à 4,2%, une ambition d'être au-delà de 10%, donc rendez-vous en 2023. Le taux de CDL, on l'a évoqué, donc il est d'ores et déjà inférieur à 8,5, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Le coefficient d'exploitation, on y est presque, puisque la maîtrise des charges et tous les travaux entrepris, je dirais, pour renforcer l'efficacité opérationnelle de la banque commencent à payer avec un coefficient d'exploitation donc qui se rapproche de la cible que nous avons projetée. Et puis le core tier 1, voilà, nous sommes déjà au-delà des 11%. Et le but évidemment est de continuer de renforcer nos ratios, et ce qui a encore été le cas en 2021. Pour ce qui est des perspectives de l'année 2022, qui
qui est toujours donc une année de notre projet d'entreprise. Alors, vous ne verrez pas nécessairement apparaître sur cette planche ce dont on a beaucoup parlé. Je crois que si on devait comptabiliser le nombre de fois où nous avons parlé de satisfaction client, de centricité client, de parcours client, d'expérience client de client, parce que vous l'avez compris, c'est l'objectif premier. C'est l'ambition première, cette satisfaction client. Alors, ça n'apparaît plus, non pas parce que c'est plus un sujet, mais parce que c'est vraiment bien lancé. Et dès lors qu'il faut se focaliser sur des objectifs peut-être un peu différents, ou en tout cas qui constitueront autant d'accélération en 2023, bien évidemment, il y a les 4 fondations, parce que pour certains de ces projets, ils auront une fin, et on passera, j'ai envie de dire, à autre chose. C'est le cas notamment du projet des arènes, ce qui est évidemment moins le cas des autres projets qui auront un prolongement sur 2023 et probablement même au-delà. Le projet humain, c'est absolument fondamental, c'est-à-dire continuer à faire monter en compétence nos collaborateurs, je dirais à former, à accompagner également nos managers pour ancrer ce nouveau modèle managérial que nous souhaitons. C'est absolument indispensable, encore une fois, pour concourir à cet enjeu de satisfaction client. Et puis, ça, c'est pas nouveau, mais on sent bien, on comprend bien, je dirais notamment au travers des engagements du Royaume en termes de transition énergétique, que les entreprises doivent s'engager davantage, voire opérer parfois des virages stratégiques importants. Je pense à un certain nombre d'entreprises industrielles qui doivent, par la force des choses, s'engager dans des programmes de décarbonation. Charge à nous, en tant que Banque Crédit du Maroc, de pouvoir accompagner ces entreprises dans un rôle de conseil, avec aussi, à terme, une intégration, une implication beaucoup plus forte des critères ESG dans les décisions d'octroi de crédit. On y vient tout doucement et c'est ce à quoi nous préparons bien évidemment. En plus, comme je l'ai déjà évoqué, de travaux que nous devons mener sur notre propre empreinte carbone pour la faire progresser et la faire diminuer donc de 25%, qui est une ambition importante et qui est celle du groupe Crédit Agricole d'une manière générale. Voilà donc les inflexions, ou en tout cas les accélérations qui seront celles de 2022. Et nous en avons terminé avec la conférence financière en tant que telle. Et bien évidemment, nous sommes désormais à l'écoute de vos questions, mais je pense qu'elles vont s'afficher petit à petit sur l'écran. Merci encore. Alors, nous avons une première question. Quelle place occupe aujourd'hui la finance participative dans la stratégie de la banque? Surtout que la fenêtre AREDA a du mal à décoller. Alors, c'est pas le sentiment, ou c'est pas ce que l'on a dit, mais Karim, tu peux peut-être repréciser ou donner des éléments supplémentaires. Donc, effectivement, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Est-ce que l'activité AREDA a du mal à décoller? La réponse est non, parce que nous avons atteint, et vous le verrez sur notre publication, le point d'équilibre dès cette année sur le PNL. Donc le PNL est positif. Après, je vous rappelle qu'on a été quasiment la dernière banque à lancer en 2019, notre activité participative. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, moins de 4 ans pour être à l'équilibre, c'est déjà une belle prouesse. Sur le volet des indicateurs commerciaux, nous avons, à titre d'exemple, sur le financement Murabaha, un taux de captation de la croissance du marché en 2021 de 12,4%, ce qui est énorme, ce qui est bien au-delà de notre part de marché naturelle, notre part guichet. Donc c'est une activité qui se développe très bien et nous gagnons des parts de marché rapides sur les ressources, etc. Donc clairement, c'est une activité qui se développe vite depuis son lancement et sur laquelle notre stratégie, c'est clairement bien ancrer notre position sur le financement habitat en donnant le choix à nos clients soit de financer via la banque conventionnelle, soit via ce mode de financement, tirer pleinement profit de la croissance qui est attendue sur les produits et donc l'activité Takafoul est clairement, et c'est également en ligne avec notre stratégie d'ériger la banque assurance autant que deuxième métier de la banque. Donc, nous sommes très satisfaits à la fois sur les réalisations commerciales, les réalisations financières, et la stratégie est claire. Et l'équipe REDA
se porte très bien, ainsi que son activité. Merci Karim. Est-ce que vous craignez une remontée des taux obligataires cette année, son impact sur les revenus des activités de marché? C'est a priori pour moi, oui. Donc en fait, on a constaté cette remontée notamment en 2021, notamment compte tenu de besoins spécifiques du Trésor. Pour 2022, on n'anticipe pas forcément de remontée parce que même si le PNB est très dynamique, il y a quand même beaucoup encore d'incertitudes en termes d'activité. Donc on n'anticipe pas forcément à ce stade d'augmentation des taux obligataires, en tout cas sur les premiers mois de l'année. Après, on adaptera bien évidemment notre approche en termes de revenus de marché au cours de l'exercice si besoin. Merci Stéphane. On a une question live, je crois. Bonjour. Bonjour Monsieur Muselet, bonjour Monsieur Dury, bonjour Monsieur Cléris. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, même virtuellement. Alors, si vous permettez, j'ai 3 questions, ça va être rapide. La première, est-ce que le financement des projets verts est sûr et rentable? Avez-vous l'ambition de devenir leader du financement vert à court ou à moyen terme? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quel impact de la sécheresse prévoyez-vous sur l'activité de financement agricole et agro-industriel, étant donné que c'est un axe, on le sait, c'est un axe stratégique de développement pour la banque? Et troisièmement, il y a eu hier une réunion entre le chef de gouvernement et le secteur bancaire, les professionnels du secteur bancaire, pour donner un coup de pouce à l'investissement. Vous qui avez une approche prudente ou prudentielle, et sachant que la demande diminue, comment envisagez-vous justement c'est-à-dire de booster un peu l'investissement? Merci. Peut-être démarrer, Karim. Bonjour, merci. Le même plaisir de vous retrouver. Sur votre première question, donc sur le financement du développement durable et des énergies vertes, clairement, nous avons affiché sur le marché notre intention d'être un acteur, alors peut-être pas forcément leader, mais en tout cas un acteur de référence avec une vraie expertise. Nous avons développé sur les dernières années une gamme de solutions qui est complète, qui va du financement des développeurs, du financement avec d'ailleurs un certain nombre de partenariats que nous avons mis en place avec des sociétés, donc des entreprises du groupe, notamment Unifergie qui est premier financeur des énergies vertes en Europe, mais aussi avec Crédit Agricole CIB, qui nous aide aussi à répondre de manière consortialisée à des gros deals. Mais nous avons également des offres qui sont destinées à tous les projets d'efficacité énergétique, notamment avec la BIRD, le président en parlait tout à l'heure, la ligne GEF qui nous permet de proposer à nos clients des projets de financement qui sont accompagnés de subventions, qui sont accompagnés de conseils. Donc c'est des choses qui sont très concrètes et qui permettent à nos clients de réellement prendre la transition, le virage de la transition énergétique, mais également se préparer pour les exportateurs, la taxe carbone qui va donc être mise en place aux frontières de l'Europe. Et nous avons aussi un certain nombre de solutions qui permettent de développer ou d'accompagner le développement durable en termes de consommation d'eau, de transport propre, etc. Donc nous avons des solutions de financement qui sont destinées à ces clients qui veulent vraiment être dans cette optique. Et c'est clairement en ligne avec la stratégie du pays, avec les sujets de stress hydrique que connaît notre pays. Donc clairement, nous sommes un acteur responsable et nous souhaitons afficher effectivement notre positionnement comme acteur de référence sur la place, avec à la fois des solutions qui sont complètes, des expertises que nous avons développées en local, mais aussi des partenariats qui sont solides que nous avons mis en place. Je rajouterais d'ailleurs par rapport à ce que dit Karim Dury, vous disiez nous souhaitons devenir le leader, l'un des leaders, hein, s'il y a plusieurs leaders au Maroc sur les énergies vertes, je veux dire, il ne faut surtout pas s'en priver. Maintenant, il y a une courbe d'expérience. Se financer, et je dirais des projets divers, mais on touche à l'efficacité énergétique, à la transformation énergétique, mais climatique, mais c'est de l'éolien aussi, c'est du solaire, etc. C'est une vraie expertise. Cette expertise, elle s'acquiert. Comme Karim l'a dit, elle existe à l'intérieur du groupe Crédit Agricole, ce qui permet évidemment de l'exporter. Lorsque nous avons signé la deuxième enveloppe avec la BIRD, je disais,
2 ans avant, lorsque nous avions notre première ligne de 20 millions d'euros, on se disait mais est-ce qu'on va réussir à l'utiliser? Parce que c'était compliqué. C'était compliqué parce que les entreprises se cherchent, parce que nous-mêmes nous découvrions, je dirais, la manière dont ça fonctionne, et puis parce qu'il faut de l'expertise pour pouvoir expliquer. C'est souvent très technique, donc il y a évidemment l'apport de la Bird, mais on a aussi besoin de constituer une équipe de personnes qui connaissent le sujet. Et c'est le cas. Et il y a eu une certaine période, je dirais, d'observation, on a appris, et puis les choses s'accélèrent de manière incroyable. Je disais à nos interlocuteurs de l'Union européenne, du Grid Climate Fund et de la Bird, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que maintenant, les projets fleurissent. Donc oui, si nous pouvons devenir un leader, on ne se gênera pas. Évidemment que ces projets doivent garantir, je dirais, un partage de la valeur, que ce soit évidemment entre la Bird, entre nous et puis le client. C'est un peu tôt, on n'a pas aujourd'hui suffisamment de recul parce qu'il n'y a pas suffisamment de projets, mais évidemment que la conviction, c'est que ce sera rentable, il n'y a aucune raison. Donc ça, c'est un point important, et encore une fois, on s'appuiera sur tous les acteurs, et y compris au Maroc, hein, encore une fois, qui ont envie de contribuer à cet objectif. En tout cas, vous l'avez compris, c'est notre volonté d'accélérer. Hein. C'est pas uniquement quelques lignes qui, je dirais, dans nos rapports, qui laisseraient penser que voilà, ça fait bien de le dire. Non, c'est une réalité. C'est vraiment ce qui nous anime. Nous avons densifié les équipes pour pouvoir accompagner ces projets d'investissement. Et justement, en parlant d'investissement, quand vous dites finalement comment le secteur bancaire peut s'organiser pour favoriser, accélérer l'investissement. La réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez d'investissements. Mais les investissements, ce n'est pas les banquiers qui créent l'investissement. Ce sont bien évidemment les entreprises qui décident, je dirais, de lancer les programmes d'investissement en fonction de la visibilité, je dirais, qu'elles auront sur le futur, et en fonction des commandes, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de l'attentisme. C'est très clair, et ce n'est pas faute de rencontrer nos clients qui nous disent « Oui, nous avons des projets d'investissement, mais ça ne vient pas. » Parce qu'il faut évidemment de l'assurance, il faut de la visibilité, il faut peut-être aussi de sortir une bonne fois de cette crise sanitaire, il faut de la confiance. Moi, je suis convaincu que ça vient. Et je dirais toutes les initiatives qui pourront être prises au niveau du secteur bancaire, soyez certains que Crédit du Maroc est un acteur, je dirais, et un membre du GPBM, et s'inscrira évidemment, je dirais, dans tous ces programmes, quand ils verront jour, il n'y a aucune ambiguïté. Je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Je pense que c'est... Si vous permettez, M. Bouzet, alors il y a un volet, le premier volet de ma première question, c'est est-ce que l'investissement vert est sûr et rentable? Et il y a ma dernière question, quel est l'impact de la sécheresse? Quel impact de la sécheresse prévoyez-vous sur l'activité de financement agricole et industriel, étant un axe stratégique de développement pour la banque? Je peux prendre effectivement la question sur le fait est-ce que l'investissement en énergie verte est sûr et rentable. Alors je ne sais pas à quel investissement particulier vous faites référence, mais en tout cas ceux qu'on finance le sont, parce qu'il y a des études qui sont faites. On va jusqu'à étudier les combustibles, enfin les technologies qui sont utilisées, etc. Et aujourd'hui, on le voit, les technologies qui sont disponibles, notamment sur le photovoltaïque, rendent des prix de sortie qui sont extrêmement compétitifs, aux alentours de 20-30 centimes. Il y a des choses qui sont sorties, notamment dans la zone MENA, etc., qui sont extrêmement compétitifs. Donc l'avènement de nouvelles technologies rend de plus en plus cela compétitif. Après, ça dépend de quoi vous parlez. Est-ce que c'est des projets de moyenne tension, c'est des projets d'autoconsommation d'un certain nombre d'industriels, ou est-ce que vous parlez de stations qui sont plus importantes dans le sud? Donc, mais en tout cas, on s'attache bien évidemment à financer des projets qui sont rentables, et les technologies qui sont disponibles aujourd'hui le permettent. Avec tout le potentiel, bien évidemment, énergétique du royaume en termes d'éolien et de solaire. Voilà, puis peut-être pour compléter sur la question sur la sécheresse et les impacts, comment vous voyez les choses. Bon, je pense que c'est un petit peu tôt. Voilà. Moi, je ne sais pas lire dans une boule de cristal, donc on va avancer, je dirais, et en tout cas, comme je le disais, c'est s'inscrire de la même manière, je dirais, dans les démarches et les initiatives qui vont être prises pour, évidemment, aider les entreprises à passer cette période difficile.
Je pense que les banques ont démontré leur capacité à accompagner les entreprises pendant cette crise sanitaire. Là, ce n'est pas d'une crise sanitaire dont on parle, c'est une sécheresse parmi les plus importantes au Maroc depuis une trentaine d'années. Il y a évidemment des initiatives qui ont déjà été lancées et présentées, notamment par le Crédit Agricole, parce que vous parliez, je dirais, d'une clientèle qui est affectée chez nous. Oui, mais pas autant, je pense, que évidemment toute la clientèle des agriculteurs de Crédit Agricole. On a évidemment également, je dirais, des exploitations agricoles, donc on les suit de près, et on a évidemment tout l'agroalimentaire. Mais honnêtement, c'est un peu tôt, mais on fera le travail. On sera encore et toujours dans ce rôle qui est de permettre à nos clients de traverser cette période difficile. On a coutume de dire au Crédit Agricole, au sein du groupe Crédit Agricole, que nous sommes la banque des bons et des mauvais moments. Donc on aidera, je dirais, nos clients à traverser cette période difficile. Merci. Alors, où en sont les négociations avec le groupe Allmarcom concernant le rachat de la participation de Crédit Agricole SA dans la banque? En cas de concrétisation de ce deal, quel devrait être l'impact sur CDM? Et en termes de banque assurance, une résiliation du partenariat exclusif avec SAM Assurance serait-elle envisageable? Alors, c'est moi qui vais répondre parce que je ne répondrai pas à la totalité de la question parce que moi, je me refuse à anticiper, à dire et si, et si, et si. La réalité aujourd'hui, c'est que les discussions entre Crédit Agricole SA et le groupe Allmarcom se poursuivent. Donc, je rappelle, hein, les communiqués officiels de l'annonce de ces échanges et de ces discussions préliminaires ont été faits à la fin du mois de septembre. Donc on est presque 5 mois, je dirais, plus tard. Donc vous vous doutez que 5 mois plus tard, ça sous-entend que les discussions avancent et sont à un stade, je pense, relativement avancé. N'oublie pas une chose, c'est que je ne suis pas l'actionnaire. Hein, donc cette question s'adresserait plutôt, je dirais, au groupe Allmarcom et à Crédit Agricole SA. Donc voilà. Mais à ce stade, ce que je peux vous dire, c'est que les discussions se poursuivent. Quant à dire et si, ça, bon, désolé pour la personne qui pose la question, mais je ne peux pas répondre tout simplement parce que je ne sais pas répondre et je ne peux pas répondre. Quel devrait être l'impact de l'autorisation des obligations sécurisées sur le secteur bancaire? Devrait-elle contribuer au renforcement du ratio de solvabilité globale? Qu'en est-il du Tier 1? Là. Les obligations sécurisées. Je ne suis pas certain de comprendre tout à fait la question. En revanche, je rebondis pour réaffirmer que finalement, la tenue du ratio de solvabilité du Tier 1 de Crédit du Maroc, c'est une priorité. Donc on vous a donné les ratios tout à l'heure qui sont très, très confortables. Des ratios qui ont été aussi renforcés par l'émission d'AT1 de l'année dernière, donc qui a contribué à bonifier ces ratios de solvabilité. Donc encore une fois, à ce stade, pas d'autres commentaires à faire. Comment devrait se présenter votre distribution de dividendes sur les années à venir? Pensez-vous maintenir un niveau de payout similaire aux années précédentes? Alors, peut-être avant de se projeter au-delà de 2021, ce que l'on peut d'ores et déjà, c'est vous parler de ce qui a été présenté hier en conseil de surveillance. C'est une distribution de dividendes équivalente à 40% du résultat qui vous a été présenté. Pour les années à venir, alors le capital planning qui a pu être réalisé était grosso modo sur ce même ordre d'idées. On était à 50% l'an passé, donc vous l'avez compris, on est plutôt à 40% cette année. Donc voilà, vous avez à peu près, je dirais, l'étiage. Maintenant, voilà, les choses peuvent un peu évoluer, mais on est sur ce niveau de 40-50%. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur l'opération avant impact, avant des résultats de CLM Capital? Stéphane. En deux mots, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, CDMC détenait une participation de 40% dans CDM Patrimoine, donc, qui est la structure qui porte les opérations sur le placement des OPCVM.
Donc en fait, par souci de simplification de l'organisation de nos filiales et surtout tenant compte de la cessation d'activité de CDM Capital qui finalement sera probablement amené à arrêter totalement son activité et peut-être à être liquidé, on a décidé de transférer cette participation de CDMC à CDM, donc c'est Crédit du Maroc qui a racheté cette participation et donc c'est ce que vous avez vu dans les résultats de CDM Capital. Merci Stéphane. Pour ce qui est de la distribution de dividendes, les banques ont-elles reçu des instructions particulières de Banque Al Maghrib quant à leur distribution? À ce jour, non, pas concrètement au travers de courriers que j'ai pour habitude dans ces circonstances de recevoir. Nous nous conformerons bien évidemment aux consignes de Banque Al Maghrib dès lors qu'il y en aurait. Peut-on avoir plus d'informations par rapport à la reprise effectuée sur un dossier important? Quel est le montant de cette reprise? Le secret bancaire fait que non, vous n'aurez pas plus d'informations sur le dossier important. En revanche, sur le montant de la reprise, ça oui, on est sur un montant de 170 millions de dirhams. Comment devrait se présenter votre activité commerciale cette année? Quels sont les types de crédits qui devraient la porter? Alors là, tout naturellement, je passe la parole aux membres du directoire en charge du développement. Merci Bernard, merci pour cette question bonne. J'espère qu'elle se portera de manière vigoureuse. En tout cas, nos objectifs commerciaux s'inscrivent bien évidemment dans une logique d'amélioration. Et nous nous appuyons bien évidemment sur l'ensemble des transformations qui ont été opérées et à la fois des processus mais aussi des réseaux. Toutes ces transformations dont j'ai parlé tout à l'heure assez longuement devraient pouvoir donner leurs fruits cette année. Bien évidemment, tout cela, c'est à mettre en conjonction avec le contexte économique. Bien évidemment, si le contexte économique est porteur, nous accompagnerons cette croissance de l'économie. Si le contexte économique n'est pas porteur, il y a forcément une corrélation entre notre activité commerciale et celle de l'économie nationale. Maintenant, quel type de crédit devrait la porter? Notre stratégie de développement, elle s'appuie sur l'ensemble des métiers. Nous sommes une banque universelle. Nous adressons l'ensemble des populations, l'ensemble des typologies de clients, sur l'ensemble des activités. Donc, elle sera portée à la fois sur les crédits destinés aux particuliers, sur lesquels nous avons certes un engouement un peu plus, on va dire, fort sur le financement à l'habitat. Elle se portera aussi sur le financement des entreprises, sur lesquelles nous avons un engouement un peu plus fort sur le financement de l'investissement. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que cette période d'attentisme n'encourage pas, mais nous faisons tout ce qu'il faut effectivement pour accompagner nos clients dans leurs projets d'investissement. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Merci Karim. Quels devraient être les drivers de l'évolution du PNB en 2022 ? On pourrait être trois à répondre, hein, mais je pense que vous l'avez constaté, la MNI, la marge nette d'intérêt s'est plutôt bien comportée au Crédit du Maroc. Il est vrai, avec un travail important sur le coût de la ressource, puisque, je dirais, structurellement, les taux ont quand même baissé depuis maintenant 2 ans. Je dirais, évidemment, nous avons des ambitions en termes de développement et de production de crédit, comme Karim l'a évoqué. Mais je pense avoir eu l'occasion de le dire les fois précédentes. Si on compare la structure du PNB de Crédit du Maroc, mais d'une manière générale des banques au Maroc par rapport à la structure du PNB des banques en Europe, par exemple, on constate qu'on a aujourd'hui encore un poids très important de la MNI dans le PNB de nos banques au Maroc. On n'est pas loin de 78%. On est quasiment sur du 50-50 en Europe.
Et le 50-50, ça veut dire qu'on a 50%, c'est du produit net bancaire issu des commissions. Les commissions, la banque assurance, mais des commissions sur des dossiers ou des financements structurés. Bon, évidemment, il y a aussi les opérations de marché. Donc, il y a évidemment un axe de développement très important sur la banque assurance, c'est évident. Il y a encore, je dirais, une marge de manœuvre importante en matière d'équipement de la clientèle en produits d'assurance, mais pas que. Je dirais le fait aussi d'aller sur du financement d'énergie, sur davantage de conseils. Demain, dans la décarbonation de l'économie qui va s'imposer à toutes les entreprises, on a un rôle de conseil. Ce rôle de conseil peut aussi être facturé, ça n'aurait rien de choquant. Donc je pense que le PNB de commission va de fait être amené à se développer dans les années à venir, et c'est déjà ce qui est inscrit dans nos objectifs 2022. Que pensez-vous du projet de création d'un marché secondaire pour les créances en souffrance par Banque Al Maghrib? Et selon vous, ce projet devrait-il voir le jour cette année? Quels seraient les impacts sur Crédit du Maroc et sur le secteur bancaire? Alors c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Je ne sais pas, tu veux dire un mot, Stéphane? Peut-être un mot. Je pense que c'est... Alors, est-ce que ça débouchera cette année? C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, le Wali a bien expliqué que c'était un sujet qui était important à traiter. C'est quelque chose qu'on accueille plutôt favorablement parce que ça peut permettre finalement de créer un marché qui permettrait finalement de transférer un certain nombre de créances et donc d'impacter positivement les fonds propres des banques et puis de trouver des modes de recouvrement de ces créances plus adaptés. Donc on est plutôt, encore une fois, a priori favorable à cette démarche-là qui permettrait aussi d'animer finalement la gestion des actifs, d'actifs dépréciés. Après, la conclusion que j'aurais, pour ne pas rentrer forcément dans le détail, l'important qui reste pour les banquiers que nous sommes, c'est de continuer, j'allais dire, à bien maîtriser nos risques, à bien les appréhender et à être très efficace sur le recouvrement de nos créances pour justement ne pas se retrouver de nouveau avec des montants de créances dépréciées importantes. Et l'impact, juste un mot, l'impact pour le Crédit du Maroc serait somme toute assez limité, mais c'est un levier qui peut permettre de conforter les fonds propres. Après, il y a aussi la question peut-être sur les niveaux d'exposition sur les dations, qui est aussi un point finalement qui peut être abordé dans ce thème-là. Le niveau d'exposition en termes de dations au Crédit du Maroc est extrêmement faible, il est inférieur à 50 millions de dirhams, donc c'est un sujet qui nous impacte assez peu. Mais peut-être pour compléter ce que dit Stéphane Cléry, c'est vrai que je pense que c'est une initiative intéressante qui est de nature à libérer effectivement des marges de manœuvre, des fonds propres pour accompagner le financement de l'économie. Et évidemment, on pense spontanément aux TPE et aux PME. On en revient, je pense, aux questions que vous avez pu poser, enfin que certains ont pu poser, je dirais, au début de cet échange de questions-réponses. De la même manière que la pondération qui a été revue à la baisse des RWA sur les PME, évidemment, est de nature aussi à inciter les banques je dirais, à financer davantage les PME. Donc le message est bien reçu et c'est bel et bien dans cette dynamique que nous nous inscrivons également. Comment devrait se présenter l'évolution du coût du risque cette année, notamment en termes de taux? Alors, ce qu'on peut peut-être, c'est dire ce qu'on a prévu, en tout cas, parce que on a quand même eu, si vous regardez et 2021 et 2020, si on doit comparer l'atterrissage en termes de coût du risque par rapport à ce qu'on avait imaginé, on a des écarts. Mais je te laisse peut-être compléter, Stéphane. C'est simplement peut-être pour dire qu'effectivement, l'année 2021 était un peu atypique parce que l'effort d'anticipation de 2020 nous a permis très largement de faire face à l'évolution des risques au cours de l'exercice. Après, l'affichage en termes de taux, c'est un peu prématuré. Je n'ai pas de boule de cristal non plus sur le sujet. En revanche, il y a deux points d'attention que nous avons, mais qui sont aussi les points d'attention qu'on a sur le marché bancaire. Tout d'abord, c'est sur le marché des particuliers.
particulier, c'est une grande vigilance parce que le contexte économique reste compliqué. On en a déjà largement parlé et donc on sera très attentif à l'évolution des risques sur ce marché. Et puis après, sur le monde de l'entreprise, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place par l'État il y a maintenant 2 ans. La sortie de ce dispositif pour certains de nos clients, c'est un moment clé. Et donc l'accompagnement des entreprises est aussi, je veux dire, un point qui fait l'objet de toute notre attention et qui déterminera l'évolution des risques du Crédit du Maroc au cours de l'année 2022. Peut-être juste pour compléter sur cette question, Crédit du Maroc est connu pour être très précautionneuse en termes à la fois de règles de déclassement et en termes de provisionnement du coût du risque. Nous avons un coût du risque qui dépasse les 93-94%, je pense, en consolidé, qui est donc l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la place. Donc déjà, c'est une bonne chose d'être bien provisionné, d'être provisionné à un niveau qui est très élevé, parce que ça nous permet effectivement d'anticiper sur des éventuelles dégradations. Maintenant, le coût du risque, moi j'ai envie de dire que ça va être aussi, mais tu l'as dit aussi, très lié à l'évolution de l'environnement économique sur les prochains mois. Sur les particuliers, nous allons être très attentifs à l'évolution des choses. Sur les entreprises, il y a encore des délais de franchise qui sont en place aujourd'hui sur les mécanismes d'Aman Oxygène, d'Aman, en tout cas ceux qui ont été transformés en CMT, les d'Aman Relance, etc., qui font que, cette année encore, on ne devrait pas remarquer, sur ces entreprises-là en tout cas, une dégradation du coût du risque. Je rappelle aussi que ce sont des crédits qui sont garantis par l'État et donc qui sont pris en charge en grande partie en cas de défaillance. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'à la fois notre exposition naturelle et notre couverture naturelle, autant que Crédit du Maroc, et les éléments que j'ai exposés sur le volet exogène font que normalement on devrait avoir une évolution plutôt raisonnable, en tout cas pas extraordinaire. Si possible, un commentaire sur la dynamique des financements verts dans le cadre du partenariat avec la Bird. Est-ce un véritable levier pour accélérer la transition énergétique et la décarbonation, devenu impératif pour les entreprises, surtout exportatrices? Alors comme j'ai beaucoup parlé, je n'ai peut-être pas été suffisamment convaincant, je vais laisser Karim compléter, peut-être pour nous donner des exemples aussi de ce qu'on finance, je dirais, avec cette enveloppe Bird et de la dynamique qu'on a vraiment constatée depuis quelques temps. C'est un véritable levier pour accélérer effectivement la transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un financement. C'est vrai que parfois des entreprises, des PME ou des larges corporates souhaitent s'inscrire dans cette transition énergétique, mais ils ne savent pas parfois comment s'y prendre. Donc le fait d'avoir une offre qui vraiment est globale, qui propose à la fois le financement à des conditions avantageuses, mais aussi une dimension conseil, parce qu'ils se font accompagner sur le type de matériel. Donc on peut financer des usines clés en main, on peut financer un certain nombre de choses pour réduire la consommation énergétique des unités, on peut financer des camions frigorifiques pour améliorer le transport. Donc on peut financer un certain nombre de choses. Le fait de l'accompagner avec une dimension conseil, et la Bird va beaucoup plus loin parce qu'elle va aller jusqu'à cataloguer l'ensemble du matériel qui réellement produit de l'efficacité énergétique, elle le certifie en quelque manière. Et puis en plus, il y a de la subvention, parce qu'en plus du financement, il y a une partie qui est subventionnée par la Bird. Donc clairement, c'est une offre qui est intéressante pour nos clients, et on le voit depuis qu'on a commencé à la mettre en avant. Il y a un vrai engouement de la part de nos clients sur ce type d'offre. Et effectivement, cette décarbonation, elle est impérative pour les entreprises, surtout celles qui exportent. Vous le savez, sur le plan fiscal, demain, il y aura une taxe sur carbone qui sera mise en place aux frontières de l'Europe progressivement sur un certain nombre de secteurs d'activité. Il est impératif à la fois de se doter de projets d'efficacité énergétique, mais aussi de voir comment on peut valoriser finalement toute cette production d'énergie verte qui est déjà produite dans le pays en haute tension, pour pouvoir la valoriser en termes de certification d'empreinte carbone. Alors, depuis décembre dernier, la CAPES a commencé l'octroi des agréments Tech-Full. Quid d'AREDA? Alors, AREDA, en tant que tel, évidemment, ne peut pas
je dirais, revendiquer ou demander d'agrément en tant que tel. Nous avons évidemment entrepris les démarches pour obtenir l'agrément en tant que distributeur, je dirais, de l'offre Takaful. Donc aujourd'hui, puisque évidemment, je pense que la question fait aussi référence aux agréments qui ont été donnés avec ce seuil minimum de part de marché de 15%. Donc nous sommes actuellement en phase d'étude pour désigner, je dirais, le partenaire avec qui nous ferons Takaful, qui viendra donc compléter notre offre, à la fois pour les flux, pour les nouveaux contrats, mais aussi et surtout pour le stock, puisque évidemment le but est de pouvoir rapidement équiper le stock de nos clients de l'offre Takaful. La 19G, alors un sujet qui revient régulièrement. Stéphane, peut-être? C'est un sujet un peu technique, mais qui est lancé donc depuis maintenant plusieurs années, donc qui devrait normalement rentrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Bon, juste peut-être un mot pour dire que c'est quelque chose qu'on a anticipé maintenant depuis plusieurs années, je veux dire, en dotant des provisions pour faire face à l'application de cette circulaire. Donc c'est des choses qu'on intègre parfaitement dans la gestion de nos risques. Donc on sera en capacité d'appliquer strictement et pleinement la 19G au cours de l'exercice si c'est confirmé. En tout cas, on s'est organisé pour pouvoir couvrir ce risque-là. Merci Stéphane. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on est arrivé au terme des questions et on peut peut-être attendre quelques secondes avant de clôturer cette conférence financière. En vous remerciant encore une fois de vous être toutes et tous connectés, de l'attention, de vos questions et de la qualité de ces questions. Et puis j'espère qu'on aura pu vous éclairer. Et puis évidemment, on vous donne rendez-vous, je dirais, à la fois l'an prochain, mais indirectement au travers des communications financières qui seront faites au rythme des trimestres. Et puis très bonne journée et très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.